quand nous chanterons le temps des cerises, les gueux rossignols, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. Radio Soupente, la station des rapins, sans foi, sans loi et sans chlorpec. L'émission Araka du 23 mars 2021, qui sera consacrée pour une seconde fois à la Commune de Paris. Vous venez d'écouter Le Temps des Cerises du groupe Noir Désir et nous allons tenter, au cours de cette émission, de porter notre regard torve en marge sur l'art et de dénoncer fielleusement les sales coups de la politique politicienne en toc. Ouais, salut à tous. Vous pouvez nous joindre sur notre mail artracaille@orange.fr ou sur le répondeur de Radio Soupente au 01 41 95 20 96. Tué à coups de chasse-peau, à coups de mitrailleuse, et roulé avec son drapeau dans la terre argileuse. Et la tourbe des bourreaux gras se croyait la plus forte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. Comme faucheur rasant un pré, comme on abat des pommes, les Versaillais ont massacré pour le moins 100 000 hommes. Et les 100 000 assassinats, voyez ce que ça rapporte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. On a bien fusillé Varlin, Flourens, Duval, Millière, Ferré, Rigaud, Tony Moilin, gavé le cimetière. On croyait lui couper les bras et lui vider la horde. Tout ça n'empêche pas Nicolas, la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte.
Ils ont fait acte de bandits, comptant sur le silence, achever les blessés dans leur lit d'ambulance. Et le sang inondant les draps ruisselait sous la porte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. Les journalistes, policiers, marchands de calomnie ont répandu sur nos charniers leur flot d'ignominie. Les Maximes du camp, les Dumas ont vomi eau forte. tout ça n'empêche pas Nicolas, la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. C'est la hache de Damoclès qui plane sur leur tête à l'enterrement de Vallès. Ils en étaient tout bêtes, fêtaient qu'on était un fiertat à lui servir d'escorte. ce qui prouve en tout cas Nicolas, que la commune n'est pas morte. Ce qui prouve en tout cas Nicolas, que la commune n'est pas morte. Bref, tout ça prouve aux combattants que Marianne a la peau brune, du chien dans le ventre, et qu'il est temps de crier vive la commune. Et ça prouve à tous les Judas que si ça marche de la sorte, ils sentiront dans peu nom de Dieu que la commune n'est pas morte. Ils sentiront dans peu nom de Dieu que la commune n'est pas morte. Elle n'est pas morte, la commune, Francesca Solville. Non, elle n'est pas morte. Et c'est un bon préambule, un bon petit texte sur justement notre déambulation pour la mémoire de la commune de Paris. Ouais, nous avons, ma camarade et moi, animateur émérite de cette émission qui ne l'est pas moins, traîné nos godasses sur le pavé de la capitale de ce petit patelin qu'on a baptisé, comme qui dirait, et on l'écrit, la France. Nous n'en sommes pas plus fiers que ça d'y prêcher aujourd'hui, surtout avec cette mémoire des événements tragiques qui se sont déroulés sur les lieux où notre déambulation nous conduit. Avec ce rappel important, dans toute cette France de la rente petite bourgeoise, de semblables tragédies ont crié le règne du peuple en révolte pour plus de justice sociale, de pain et de conditions de travail plus humaines. Que la commune de Paris et ses petites sœurs provinciales voulaient mettre sur le chantier des réformes divers arrêts, la Bastille, le lieu de départ du rassemblement, la place des Vosges, pour un hommage devant la demeure de Victor Hugo, et encore d'autres arrêts pour se finir devant l'hôtel de ville, qui n'a pas brûlé. Autre temps, autre mœurs, qui me chagrine. Cela nous a réchauffé car le fond de l'air ne favorisait pas le bronzage intégral. Un survol éclaire des stations du calvaire de nos aïeux communards, tranquille, qui me laisse pensif. Sauf que j'y rencontrais le bloc lorrain. Des jeunes gens dynamiques, filles et garçons, qui portaient un immense chiffon rouge fixé à 2 bouts de bois, avec une illustration en noir qui représentait un communard au combat, fusil en main, pompé probablement sur une gravure d'époque. Des Lorrains! Vous y penseriez-vous à des aficionados de la commune qui font le chemin depuis la Lorraine? C'est pas tout près, la Lorraine. Voilà, jusqu'à Pantruche, pour participer à la célébration de sa mémoire, qui portait des t-shirts avec la croix de Lorraine et une inscription en patois lorrain, oui ça existe le patois lorrain, que l'un d'eux m'a traduit et dont je ne me souviens plus. Ah, la mémoire, c'est pas quelque chose qui est toujours. On peut voir sur Facebook quelques films sur leurs actions à Nancy et même un de leurs déambulations dans Paris.
Un quasi-miracle, cette rencontre, qui a transformé la monotonie de cette commémoration, son manque d'énergie, d'enthousiasme, de foi, en un brin de folie. Je suis désolé pour l'assaut qui a préparé cette commémo. Ils ont fait un sacré taf, mais cela ne suffit pas toujours à transformer le plomb en or. Oui, c'est un peu pourquoi mon histoire, et vous savez, copines et copains auditrices, auditeurs, que la pompe et moi, non, je voulais dire les pompes et moi. La pause de l'hôtel de ville, à peine assoupie, nous nous sommes esbignés vers nos tanières respectives. Et, hors cette rencontre avec le bloc lorrain qui m'a botté le cul, nous avons, en attendant le départ de la promenade place de la Bastille, profité de l'occasion pour se taper chacun un falafel sur un banc et sous la pluie, un coup de rouge que ma camarade avait dans sa musette, un café que j'avais apporté et quelques tranches d'un gâteau au citron qu'une copine de Piquet-Cou, une fille de Schnorr surnommée Point de Côté, avait confectionné. Manquait le soleil, mais la pluie, c'est un peu paru, et le ciel bas aussi, et les gigolettes, et les grisettes, et les blanchisseuses, les hirondelles du faubourg, toutes ces femmes magnifiques qui se donnèrent tout entières à la Révolution. Un temps de commune. Avec dans l'âme la belle mélodie du temps des cerises, du printemps qui fait briller les grolles, de l'envie de vivre retrouvée avec le message sublime de la Commune de Paris et de ses héros, Louise, Ferré, Vallès, et les milliers de combattants de la garde nationale et les milliers de morts de la semaine sanglante. Les vengeront-on un jour? Ouais, c'est ça, c'était cette petite déambulation, effectivement, comme tu le dis, qui était un peu mouligasse, comme tu pourrais tout à fait l'exprimer, employer tout à fait cet adjectif. Et c'est dommage parce que les Amis de la Commune font un gros boulot d'historiens, leur site est vraiment très bien fait, avec des infos très précises, des recherches dans les archives. Et là, on aurait aimé que cette déambulation, effectivement, soit un peu plus festive. On était à peu près 1 millier de personnes, je pense, de manifestants. Oui. Bon, une moyenne d'âge qui est entre, on va dire, 60-70 ans. Le bloc lorrain joue à la faveur du rajeunissement. Et en fait, avec une sono qui n'était pas très performante. C'est à peu près dans toutes les manifs. Ouais. Donc, en fait, les interventions n'étaient pas tellement compréhensibles si on n'était pas juste devant. Ce qui est dommage parce que les textes étaient préparés, justement. Donc, il y avait quand même un gros boulot en amont. Et à part justement Place des Vosges où là c'était a cappella qu'un intervenant a vraiment était imprégné, était vraiment rempli de cette commune et a pu déclamer son texte avec foi et vigueur donc ça c'était réjouissant. Mais bon, après voilà, c'était quand même bien de marcher dans Paris pour fêter ce 18 mars, ce premier jour anniversaire de la Commune de Paris. On est passé avant l'hôtel de ville à la caserne Lobo, qui est un lieu aussi emblématique avec une plaque qui rappelle que les communards étaient jugés rapidement au théâtre du Châtelet pour être ensuite fusillés. Voilà, donc moi j'avais entendu parler de la caserne Lobo, mais effectivement je n'avais jamais fait attention à quel endroit. Elle est sur une petite place derrière l'hôtel de ville. Oui, on voit une plaque, on voit un descriptif de ce qui s'y est passé, mais point, voilà. C'est bon. Voilà. Bon, après, je peux pas dire grand-chose de plus. Il y aura je pense qu'il y aura la fin de la semaine sanglante. Il y aura une manifestation prévue donc le 29 mai. J'espère que là, il y aura vraiment un rassemblement plus important avec des festivités plus larges que ce qui se passe habituellement. Habituellement, il y a une montée au mur des fédérés. Je pense que cette année, ils envisagent quelque chose à une échelle un peu plus importante. Oui, alors on a cherché évidemment les drapeaux noirs, parce qu'il y avait une floraison de drapeaux rouges, mais les drapeaux noirs, on n'en a pas vu. On en a aperçu un, mais très brièvement, parce qu'il a vite quitté la manifestation. Voilà, c'est un peu triste, parce que si vous voulez, le drapeau noir, lui, au moins, il n'est pas taché de sang, comme le drapeau rouge. Pas le sang de la commune, mais le sang versé par les bolcheviks, etc., les goulags et compagnie, des choses où le parti communiste chinois, qui est pas mieux, voilà. Ce drapeau rouge,
rouge du sang des ouvriers, oui, c'est vrai, à l'origine, mais après c'est rouge du sang des dictateurs féroces qui ont été Staline, Mao Tse-tung et compagnie, voilà. Ouais, mais pas du temps de la Commune. Mais pas du temps de la Commune. Et sans vouloir la ramener systématiquement sur ma petite commune de Montreuil, le même jour à Montreuil, sur la place de la Croix de Chavaux, au pied de cette affreuse sculpture, ce monument à la résistance, le bon goût des édiles de Montreuil. Voilà, les Gilets jaunes organisaient eux aussi la commémoration de la Commune, et alors là c'était très festif parce que il y avait à prix libre boissons chaudes, vin chaud, il y avait la fanfare invisible. Il y avait des merguez. Non, il n'y avait pas de merguez. Il y avait un brasero, mais il n'y avait pas de merguez. Il y avait la fanfare invisible qui pendant au moins 2 heures a fait de la musique avec des chants révolutionnaires, des chants de la Commune, mais pas que. Et ils avaient des paroles qui étaient inscrites sur des tissus, ce qui fait que tout le monde pouvait les accompagner en chantant. Et là, il y avait vraiment une ambiance de fête, quoi. Et je pense que le parti pris de la ville était de nous laisser faire la fête, puisque le rassemblement avait dépassé 18 heures et que on n'a pas vu un policier. C'est jusqu'à 19h. Non, c'était 18h encore le jour de la Commune. Oui, et on n'a pas vu un seul policier. Donc il y avait vraiment une volonté de laisser faire ce petit rassemblement. Donc ça, c'est quand même... c'est pour le moins, parce qu'une municipalité qui a été pendant 30 ou 40 ans, je ne sais pas combien de temps, communiste, et puis maintenant socialiste avec un maire qui était un communiste aussi, c'est un peu... on ne pouvait pas faire moins. Voilà, je pense, en tout cas. Après, des fois, les préfectures ne suivent pas toujours les mairies, quoi. La répression aurait pu venir de la préfecture et non pas de la mairie. Mais quelle préfecture? Celle de Seine-Saint-Denis. Voilà, Oui, c'est pas celle de Paris. C'est pas celle de Paris, mais elle va pas suivre Bessac surtout non plus. Donc voilà, là, on est quand même reconnaissant d'avoir pu faire un peu la fête jusqu'à 19h. Oui, enfin, c'est ce qu'elle dit. À mon avis, ça a duré un peu plus longtemps. Enfin, on va pas les balancer non plus, hein. Alors moi, je vais aussi continuer sur la Commune de Paris, sur mon presse-papier, sur un point qui est quand même le nerf de la guerre, qui est l'argent. Et c'est important de revenir là-dessus, sur la Commune de Paris, effectivement, qui a commis l'erreur fatale de ne pas prendre le contrôle de la Banque de France et qui explique en grande partie sa défaite. Et c'est un article d'Éric Toussaint qui est passé sur un blog qui s'appelle Les Crises. Éric Toussaint est un historien belge qui participe qui est membre du porte-parole du réseau international du comité pour l'abolition des dettes illégitimes, qu'on appelait avant le comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, le CADTM. Oui, je voudrais ajouter à ce que dit ma camarade, qui est très juste, c'est une catastrophe d'ailleurs, qu'ils n'ont pas aussi vidé les arsenaux. Ils ont eu des munitions, des armes, de quoi faire vraiment la guerre, mais là, ils n'ont pas touché. C'est vraiment 2 erreurs fatales à la Commune. Complètement. Donc voilà, ça c'est une partie de l'article. L'article est très très long parce qu'après il va parler aussi de ce qui s'est passé en Grèce. Avant, dans cet article, il revient sur tout ce qu'avait mis en place la Commune de Paris, sur les loyers, les dettes, etc. Là, j'ai pris la partie qui concernait vraiment le contrôle de la Banque de France. Donc le siège de la Banque de France et ses principales réserves et son organe dirigeant étaient situés sur le territoire de la Commune de Paris, puisqu'ils étaient à Paris, rue de la Vrière, dans le centre de Paris. Et à tort, cette direction de la Commune de Paris a renoncé à en prendre le contrôle, alors que cela aurait été tout à fait nécessaire. Alors, en 1876, Prosper Olivier Lissagaray, c'est un intellectuel militant qui a participé au combat des communards. Il a écrit un livre que j'ai chez moi qui s'appelle « L'histoire de la Commune de 1871 ». Et voilà ce qu'il dit. Il dit que la Commune resta en extase devant la caisse de la haute bourgeoisie qu'elle avait sous la main, donc en se référant à la Banque de France. La seule exigence de la Commune à l'égard de la Banque de France était d'obtenir les avances financières qui lui permettaient de maintenir l'équilibre budgétaire sans devoir interrompre donc le paiement de la solde des gardes nationaux. Ces gardes nationaux comptaient à peu près 300 000 personnes, donc qui étaient armées pour une population parisienne de 2 millions. Et la Banque de France, effectivement, a délié la bourse au compte-gouttes quand il s'est agi de répondre aux besoins financiers de la Commune, tandis qu'elle a financé très largement ceux qui voulaient littéralement écraser le peuple de Paris et mettre fin le plus vite possible à cette révolution sociale. C'était de quel ordre la différence ? Je vais en parler après, il y a les chiffres qui arrivent après. Donc pendant les 2 mois de l'expérience de la Commune,
le gouvernement réactionnaire de Thiers, qui est complice de l'occupant prussien, a reçu 20 fois plus d'argent que la commune. Et Karl Marx considère que la commune a eu tort donc de ne pas se saisir de la Banque de France. Voilà ce que dit Marx. À elle seule, la réquisition de la Banque de France eut mis un terme aux rodomontades versaillaises. Et il précise qu'avec la réquisition de la banque, avec un tout petit peu de bon sens, elle eût pu obtenir de Versailles un compromis favorable à toute la masse du peuple, seul objectif réalisable à l'époque. Et Lissa Garrel écrit également dans ses mémoires, la commune ne voyait pas les vrais otages qu'elle avait sous la main, c'est-à-dire la banque, l'enregistrement et les domaines, la caisse des dépôts et consignations, etc. Et d'ailleurs, 20 ans plus tard, Engels va dans le même sens et dit « Le plus difficile à saisir est certainement le saint respect avec lequel on s'arrêta devant les portes de la Banque de France. Ce fut d'ailleurs une lourde faute politique. La banque aux mains de la commune, cela valait mieux que 10 000 otages. Cela signifiait toute la bourgeoisie française faisant pression sur le gouvernement de Versailles pour conclure la paix avec la commune. » Donc en résumé, les dirigeants de la commune de Paris ont permis à la Banque de France de financer ses ennemis. Et le gouvernement conservateur de Thiers installé à Versailles et son armée qui allait l'écraser. Et d'ailleurs, on va voir que la Banque de France a également financé l'armée prussienne d'occupation aux portes de Paris. Ouais. Donc, pour se faire une opinion sur l'attitude de la commune à l'égard de la banque, Éric Toussaint s'est appuyé sur deux narrations. Il s'est appuyé sur celle de Lissa Garrel, donc qu'on vient de citer, qui était un communard et un combattant de la commune, et celle de Maxime Ducamp. Maxime Ducamp, cet auteur anti-communard qu'on connaît bien. Et donc tous les deux ont raconté un petit peu ce qui s'est passé, mais finalement on arrive aux mêmes conclusions. Donc le 18 mars, Thiers, son gouvernement et son administration donc s'enfuient vers Versailles. Et quelques jours plus tard, Gustave Rouland, qui est gouverneur de la Banque de France, les rejoint. Et il va mettre à leur service, il se met à leur service et il laisse à Paris le marquis Alexandre de Plock, qui est vice-gouverneur de la banque. Voilà. Donc ce Gustave Rouland est à Versailles avec les régents de la Banque de France, et on trouve d'ailleurs là le baron de Rothschild, qui est propriétaire de la banque Rothschild, qui est le premier actionnaire de la Banque de France. Et Gustave Rouland veut convaincre Thiers d'attaquer tout de suite la commune de Paris, mais Thiers considère qu'il faut d'abord gagner du temps. Et pendant ce temps, la commune, elle, avait désigné le 30 mars 1871, un proudhonien, comme quoi il faut peut-être se méfier de certains proudhoniens, Charles Bellay, pour la représenter auprès de la Banque de France. Et Charles Bellay, lui, résume son action dans une lettre au quotidien de droite, le Figaro, et dit « Je suis allé à la banque avec l'intention de la mettre à l'abri de toute violence du parti exagéré de la commune, et j'ai la conviction d'avoir conservé à mon pays l'établissement qui constituait notre dernière ressource financière. » Alors Charles Bellay, lui, avait été élu à la Commune de Paris le 26 mars. Il en était le doyen. Il était également membre de la Première Internationale et était très influent auprès des communards. Et en fait, ce Charles Bellay avait quand même un passé un peu douteux de capitaliste, à savoir qu'il avait été patron d'un atelier qui employait 200 salariés, ce qui constituait quand même au XIXe siècle une grande entreprise. Alors Lissa Garrel, qui a vécu les événements de la commune, qui ensuite a épluché les comptes rendus des séances de la commune, écrit que Bellay, dès le début, a accepté cette mission défendue donc par ce marquis de Plock, selon laquelle la commune ne pouvait pas nommer un gouverneur à la Banque de France. Elle ne pouvait y avoir qu'un délégué en la personne de ce Bellay lui-même, et que ce Bellay, selon Lissa Garrel, Bellay, très attendri, vint le soir à la commune répéter l'argument, d'autant qu'il y croyait, qu'il se piquait de finances. La Banque de France est la fortune du pays. Hors d'elle, plus d'industrie, plus de commerce. Si vous la violez, tous ces billets font faillite. Donc les communards, en fait, ont eu confiance dans ce Bellay. Et cette conviction a été effectivement une erreur fatale pour les communards. Donc pendant les 72 jours de la commune, elle, a reçu 16,7 millions de francs. Donc, à savoir, il y avait 9,4 millions d'avoirs que la ville avait en compte. Il y avait plus de 7 millions réellement prêtés par la banque, alors qu'au même moment, les Versaillais recevaient 315 millions de francs. C'est quand même énorme. Et donc,
à la Banque de France, il faut savoir qu'il y avait à ce moment-là les coffres de la banque, il y avait des billets, il y avait des pièces, il y avait des monnaies, il y avait des lingots, il y avait des titres financiers pour environ 3 milliards de francs, dont 1 milliard disponible. 3 milliards de francs, donc 1 milliard disponible. Donc effectivement, si les communards avaient pris l'argent de la Banque de France, la commune on n'aurait pas connu cette semaine sanglante. Elle ne serait peut-être pas morte. Voilà. Et Maxime Ducamp indique que le gouverneur Rouland avait envoyé le message aux employés de la banque: veuillez bien donner des instructions précises pour que les coupures soient mises à disposition des Allemands, et aussi quelques numéraires pour leur paiement de leurs troupes. Donc effectivement, tout l'argent qu'a reçu Thiers a financé l'armée des Versaillais et l'armée des Prussiens. C'est invraisemblable. Invraisemblable. Ouais. Et il a été fêté, ce Thiers, avec Ferry et compagnie, tous ces bandits là, antisociaux. Ils ont été fêtés pendant un siècle et demi, quoi. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au sein de la commune, il y a des partisans d'Auguste Blanqui, et qui étaient de plus en plus mécontents de la politique menée par Bellay. Hein. Et en fait, ils essayèrent d'intervenir à la Banque de France avec 2 compagnies de gardes nationaux, mais Bellay, en fait, intervint avec succès in extremis pour protéger la banque et empêcher qu'elle soit perquisitionnée. Donc Bellay a été vraiment complice des Versaillais. Objectivement. Voilà. Donc c'est tragique, et je trouve que c'est... l'article est beaucoup plus long, mais je vais m'arrêter là. Je pense qu'on a bien compris les grandes lignes de cet article. Et en fait, je trouve que c'est effectivement quelque chose qui n'est pas systématiquement dit quand on parle de la commune. Non, mais bien sûr, pourquoi le dire, puisque c'est à charge contre les Versaillais. Alors, on le dit pas, tu comprends, parce que si ça avait été à charge contre les communards, là, on en aurait parlé. Mais là, non, on n'en parle pas, parce que c'est quand même révélé au peuple que les Versaillais ont payé l'armée prussienne. Voilà, c'est quand même quelque chose d'être complètement extravagant. Ouais. Et d'ailleurs, après l'écrasement de la commune, Bellay, un des seuls dirigeants communards, a été un des seuls dirigeants communards à ne pas être exécuté. Il a été condamné par contumace, emprisonné ou banni. Et après, il a eu la possibilité de se rendre en Suisse afin de liquider l'héritage d'une de ses sœurs. Enfin voilà, donc en fait, il a fini sa vie en Suisse tout en étant l'exécuteur testamentaire de Proudhon. Alors que ce qu'ils expliquent aussi dans l'article, c'est que cette attitude à l'égard de la banque, il y avait des proudhoniens et des blanquistes, et qu'il y avait aussi des partisans des deux camps, et que c'était plus compliqué à prendre des décisions. Oui, bien sûr. Mais bon, enfin, je crois que ce qui a perdu les communards, comme ce qui perd toujours les justes, c'est qu'ils étaient trop propres. Voilà, trop exactement. Purs. Mais Proudhon, faut vraiment le prendre avec des pincettes, parce que c'est quand même Proudhon et ses partisans qui s'opposaient à ce qu'un gouvernement du peuple prenne le contrôle de la banque. Donc on parle de Proudhon, les anards ont Proudhon presque au-dessus de leur... les anards, pas tous. Pas tous. Mais du coup, Proudhon est quand même à relire avec pertinence, je pense. Parce que tu as beaucoup d'anards qui sont plutôt du côté de Bakounine, Kropotkin. Proudhon, je ne sais pas si c'est vraiment le leader incontesté. D'ailleurs, il n'y a pas de leader chez les anards. Il y a peut-être des exemples ou des meneurs, mais c'est tout. Voilà. Non, tout ça... C'est tellement triste, parce que on se rend compte avec la distance, et on se rend compte surtout aujourd'hui qu'on est toujours sous le même, en quelque sorte, un régime semblable, même s'il a l'air différent ou plus contemporain. Mais les gens qui nous gouvernent ici, ils n'auraient pas déparé à Versailles, ou l'inverse. Voilà. On est quand même encore aujourd'hui et toujours, et pour un moment encore, à la discrétion, à la suggestion d'une bande de trafiquants, comment on pourrait dire, pas de trafiquants, de trafiquants tout simplement, c'est-à-dire des gens qui travestissent tout, qui trafiquent tout, des malhonnêtes. Bon, voilà, mais ça, c'est éternel, c'est toujours les malhonnêtes qui gagnent la partie, c'est toujours en trichant qu'on gagne des parties désespérées. Hein. Bon, voilà. Ouais, alors après, effectivement, Éric Toussaint conclut un peu, tire des leçons en disant que de toute façon, un gouvernement du peuple doit mettre en pratique une solution radicale à l'égard de la Banque centrale, de la dette publique et des banques privées.
et que cette politique qui a été suivie par Beller reste d'une grande actualité, parce que si on se contente de proposer ou de mettre en place des banques de crédit mutuel ou des banques coopératives, mais qu'on préserve une banque centrale telle qu'elle fonctionne actuellement, si on ne socialise pas le secteur bancaire par expropriation des capitalistes, on ne changera jamais rien au niveau structurel. Bien sûr. Et les capitalistes vont pas se tirer des balles dans le pied. Tout à fait. Il est un produit merveilleux, expérimenté par la science, et qui pour nous les miséreux fera naître l'indépendance. Tant mieux s'il éclate parfois, en faisant beaucoup de victimes chez nos ennemis les bourgeois. Cela nous venge de leurs crimes. Là c'est une marmite bourrée de dynamite, quelle que soit la maison, en faisant explosion, en comme elle ira vite. Pour inspirer la terreur, il n'y a rien de meilleur que la dynamite. On guillotinera Vachor, un copain qui avait de l'envergure. Aujourd'hui c'est un Espagnol qu'on fusille pour son allure. Pas su montrer à son tour qu'il était un homme invincible. En plus il promettait qu'un jour la vengeance serait terrible. Vive la dynamite, puisque l'on nous irrite. À chaque exécution, nous mettrons en action notre arme favorite. Car pour semer la terreur, il n'y a rien de meilleur que la dynamite. Vous pouvez dresser l'échafaud, la potence et la guillotine. Nous avons ce qu'il nous faut pour vous faire sauter en souligne. Si vous croyez que ça finira, vous êtes loin de votre affaire. Pour un homme qu'on nous tuera, nous en foutrons 500 par terre. Avec la dynamite, nous répondrons de suite. Casernes et prisons, sans flûte, sans violon, danseront au plus vite. Car pour semer la terreur, il n'y a rien de meilleur que la dynamite. C'était la dynamite par les 4 barbus.